Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis très heureux aujourd'hui d'animer cette table ronde autour d'un concept original, une notion qui a le vent en poupe, a priori, dans le groupe La Poste, à savoir l'empreinte relationnelle autour de l'IA. C'est intéressant, et d'ailleurs c'est fait pour ça. C'est très éclairant. Et alors après, c'est ces phases qui sont interrompues, là, c'est un peu pénible, effectivement. Allô, allô? Justement, expérience client, pas au top de la qualité. On a un intrus de l'intelligence artificielle. Est-ce que... Ah, super. Derrière le Teams, est-ce qu'il vous est possible de vous muter ou par défaut de muter au niveau technique parce qu'on entend tous les gens? On a commencé par poireauter 45 minutes ce matin. Ah non! C'est pas possible! Oui, bon, on est navré pour l'attente ce matin. Autre chose en même temps aussi, on perd pas notre Agatha, est-ce que tu crois que tu peux peut-être attendre muter le Teams ou pas? Donc, voilà, je sais pas. Peut-être attendre l'intervention de quelqu'un. Et se taire peut-être, je sais pas. Donc à tout le Master 2, je vous annonce qu'on est en train de gérer ce qu'on appelle, ce n'est plus un risque, mais quand un obstacle survient, ça s'appelle un... Voilà, on y est. Et c'est bon, je pense que vous pouvez y aller. C'est bon, et vous avez entendu ce que j'ai dit au départ ou pas du tout? Bon, alors je vais recommencer, je repars à zéro. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane Magne de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je suis universitaire, je suis ravi d'accueillir nos intervenants autour d'un concept, notion originale qui nous intrigue, l'empreinte relationnelle. On n'entend plus. L'empreinte relationnelle, si je comprends bien, il y a une notion de mémoire. Et c'est pas surprenant parce que les théoriciens Pine et Gilmore, qui ont été des précurseurs de l'expérience client, nous expliquent qu'en fait une expérience client, elle doit être mémorable, elle doit être valorisée économiquement, elle doit être singulière. Donc, on est en lien direct avec le thème qui nous anime. Je vais, dans un premier temps, accueillir le professeur Christophe Benavent, qui est professeur à l'Université Paris-Dauphine et qui va donc nous faire une intervention sur l'IA et la gestion de la relation client, qu'il a intitulé Surtension sur la ligne. Alors, c'est un titre qui attire notre attention, mais peut-être que voilà, il rebondira sur ces questions. Donc je vais, professeur Benavent, vous laisser la parole durant une quinzaine de minutes, et ensuite il y aura un échange avec l'assistance pour poser quelques questions concernant cette première intervention. Je donnerai ensuite la parole à nos autres intervenants. Je vous remercie. Donc, bonjour et merci. Alors, j'ai oublié de mettre un slide de titre et je me rends compte que j'ai fait une petite confusion. Le titre que j'avais donné, Tension sur la ligne, ça va être quelque chose que je vais faire demain à la marque. Voilà. Mais c'est pas grave parce que c'est le même sujet. Et je vais en dire deux mots. C'est une étude qu'on a fait avec la marque l'année dernière, qu'on va recommencer cette année. On a interrogé à peu près 1 millier de responsables de la relation client dans tout le réseau de la marque, avec une question simple. Est-ce que vous pensez que la relation client est plus tendue ou moins tendue? Et la réponse est claire. 70% beaucoup plus tendue. Si on regarde un tout petit peu plus, je ne vais pas en parler plus, mais une des questions, c'est comment vous échangez avec les clients? C'est mail et téléphone. C'est très très clair qu'après 30 ans de discours, d'enseignement sur la relation client, on a plutôt tendance à dégrader la situation en éloignant la marque, l'entreprise, les collaborateurs des clients. Voilà. J'improvise là, hein, je n'avais pas pensé à cet aspect, mais... on va y revenir très rapidement là-dessus. Alors, comme Stéphane l'a rappelé, alors moi j'ai eu un petit problème, c'est que le texte élaboré qui a été écrit en guise de programme, oh là là, j'avais l'impression de passer un examen, hein, très honnêtement. Petite leçon d'agrég, certains de mes collègues sont en train de souffrir dessus. Et effectivement, je pense que c'est une très bonne idée d'avoir utilisé ce mot de mémoire. Alors déjà, pour la raison que tu as évoquée, je n'ai pas besoin d'y revenir plus, c'est que l'expérience du consommateur, pas du client, hein, moi je fais une différence entre les deux, ça n'a rien à voir en fait, hein.
l'expérience du consommateur, c'est tout ce qu'on éprouve au moment où on consomme. Ça peut être une glace ou un film, mais c'est l'ensemble des affects, l'ensemble des imaginaires, l'ensemble des actions que l'on fait et qu'on éprouve au moment et qui nous donnent du plaisir. Les marques ne donnent jamais de plaisir aux consommateurs, les consommateurs se donnent du plaisir eux-mêmes. Donc, effectivement, quand cette question de l'expérience, deux sens, là on a évoqué le sens de Pine and Gilmour et de quelques autres, donc la fin des années 90, il y a une dimension quand même anthropologique que je veux marquer. C'est pas que l'expérience doit être mémorable, c'est que les consommateurs, pour comment dire, effectivement garder une trace, mais renforcer l'expérience, ont tendance à en garder des souvenirs. Les vieilles cartes postales et aujourd'hui les selfies, c'est quand même, on se demande parfois si la finalité, par exemple, du tourisme n'est pas simplement de se prendre en photo dans des endroits différents. Bon. Mais il y a aussi quand même une chose beaucoup plus classique, en tout cas en marketing, en termes de psychologie, c'est que on ne peut, nos jugements sont complètement dépendants de nos mémoires. Quand on a l'expérience d'une marque, on aura systématiquement une meilleure évaluation de la marque que quand on n'en a pas l'expérience. J'avais dû publier il y a quelques années un beau schéma là-dessus. On pose des questions aux consommateurs. Est-ce que vous connaissez la marque de loin? Est-ce que vous l'utilisez tous les jours? Et on leur pose des questions de satisfaction de NPS. Et les écarts sont absolument prodigieux. On ne peut pas juger positivement si on ne connaît pas une chose, tout simplement. Donc ce thème de la mémoire est important. Et puis il est symétrique. Pareil du côté des entreprises. Mais dans les entreprises, on a une mémoire un peu plus mécanique. C'est la mémoire qu'on enregistre dans l'ensemble des systèmes. Donc en gros, c'est depuis 2001-2002, l'apparition du mot de système CRM. Aujourd'hui, la mémoire des entreprises dans leur relation client s'appelle naturellement Salesforce. Alors on peut aller un petit peu plus loin. Donc, la question qui est posée, quel rôle pour l'intelligence artificielle? Alors, d'abord, c'est un mot, moi j'ai en horreur. L'IA, quelle horreur. Il y en a 140 000 actuellement qui sont déposés sur Hugging Face. Ce qu'on appelle IA éventuellement en accolant générative, c'est d'abord une idée. C'est une idée qui a émergé d'abord peut-être en 2013 avec l'idée de réencoder les mots sous la forme de vecteurs, des vecteurs comme en maths, qui ont la particularité quand deux mots ou deux phrases sont similaires, on s'arrange pour que les vecteurs forment un anglais droit, un anglais 3. Et à partir de cette idée-là, en 2018, il faut faire un petit rappel d'histoire, il y a eu des gens qui ont une personne qui a écrit un papier fantastique, Attention comme la chanson des Beatles, is all you need, d'accord ? Et a réussi à proposer un mécanisme qui permet de mémoriser en gros le sens d'un mot ou d'une phrase par les éléments qui lui sont proches, avant, après. Et donc de pouvoir réencoder les sens communs et les dépendances entre les mots, ce que les linguistes appellent des dépendances notamment syntaxiques. Et depuis 2017, on est dans une précipitation absolument incroyable, une révolution précambrienne, dans le sens où il y a plein d'espèces d'intelligence artificielle qui sont en train de proliférer. Et ça, c'est un message pour moi qui est important. Il n'y a pas une IA, il y a des milliers d'IA qui sont en train de s'adapter à toutes les situations d'interaction qui existent entre les humains. Petite parenthèse, notre monde se caractérise par quoi ? Par le fait que toutes nos interactions sont en train d'être médiatisées par les ordinateurs, quelle que soit leur forme. Ça, il faut en être conscient. On est dans une mutation assez radicale de la société. Si on prend l'IA, on est actuellement sur la construction d'un marché. Donc il y a des enjeux assez importants de pouvoir de marché et des options qui sont proposées aux différents acteurs. Alors naturellement, on a tout le monde a en tête ChatGPT, c'est ce qui est en bas à gauche. Ce sont des modèles qui se caractérisent par leur taille, à peu près 200 milliards de paramètres pour GPT-4, qui est la représentation du langage qui alimente ChatGPT.
Et puis, de l'autre côté, on a des modèles assez petits. Alors, quand je vous parlais du papier « Attention is all you need », ça s'est traduit par un premier modèle extrêmement utilisé, qu'on appelle familièrement BERT. En français, il y a des camemberts, il y a des Flaubert, et aujourd'hui, il y a des milliers de différents BERT qui sont capables de mémoriser, finalement, le contenu d'un corpus, et mémoriser, je dirais même, compressé, un petit peu comme le MP3, on compresse des fichiers Wave, on réduit en taille. Les intelligences artificielles, ce sont des compressions de Wikipédia, pour aller vite. Et donc, à l'opposé, ces modèles, ils sont relativement légers. Avec mon équipe à Dauphine, nous, on travaille beaucoup dessus, puisque notre spécialité, maintenant, c'est le traitement du langage. Moi, pour des fins marketing, analyser des avis de consommateurs, des interactions clients, enfin, ce genre de choses. Et puis après, il y a plein de tâches ou de modèles différents. On a évoqué Mistral. Mistral et Llama, ça vient de Meta, c'est un petit peu intermédiaire. Ça sont des modèles généraux. Ils sont préentraînés. C'est ce qui a été évoqué ce matin et c'est une idée très importante. Bon, pour le grand public, on se contente des modèles préentraînés. Dans les applications particulières, il faut se faire dresseur d'AI. Donc l'énorme chantier qu'il y a dans tous les départements de relations clients des grandes entreprises en particulier, pour les petites c'est un petit peu hors de portée, il faut des ressources. Le but du jeu va être de dresser ces IA au langage de l'entreprise et de ses clients. Et ça se fait plus ou moins bien. Après, il y a plein de petites tâches qui sont extrêmement importantes dans la relation client et qui ne nécessitent pas d'avoir un mode de chatbot et un mode interactif de consultation. Les collaborateurs, eux, ce qu'ils ont besoin, c'est d'extraire de l'information très facilement. Alors ça, c'est des tâches un peu classiques, c'est le NER, donc les tâches d'identification de noms de personnes, de noms d'organisation, de noms de marques. Ça, maintenant, ça marche bien. Moi, je m'amuse à en faire de temps en temps. Je prends quelques milliers de discours politiques, même centaines de milliers, et j'identifie de qui on parle. Et que font les gens? Est-ce qu'ils sont journalistes? Est-ce qu'ils sont hommes politiques? Est-ce qu'ils sont élus locaux, etc. On peut s'amuser aussi tout simplement, pour un collaborateur qui est en interaction directe avec les clients, qui reçoit des messages, qui n'est pas sûr de bien comprendre, d'avoir des détecteurs d'émotions. Je vais en donner un exemple dans un instant. Vous avez un texte, quelle émotion vous avez? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de la honte? Est-ce qu'il y a de la déception? Ça, c'est des tâches intéressantes. Vous imaginez l'opérateur face à son ordinateur, discute avec un client et on envoie le son dans une petite IA qui va faire du voice to text et puis ensuite mon petit BERT sentiment qui va détecter le sentiment en temps réel. Ça, c'est des choses que les ingénieurs vont mettre en place petit à petit, même s'il y a des difficultés. Une technique que moi j'adore, qui est un peu populaire depuis 1 ou 2 ans, c'est le Zero Shot Classification. Ces modèles de langage ont des capacités de pouvoir identifier des choses de manière sans apprentissage préalable. Alors ça, je suis en train de le faire parce que j'ai un joli projet aujourd'hui de recherche pour les mois qui viennent. Je voudrais voir quel est l'impact des Jeux Olympiques sur l'expérience client des utilisateurs et notamment de Airbnb. Airbnb, c'est une source magnifique. J'ai là actuellement, depuis décembre, à peu près 1,5 million, 1,7 million de commentaires et je veux analyser ces commentaires au travers de ça, regarder comment évoluent les sentiments. Alors pour cet été, il suffit de regarder Booking et les prix qui ont quasiment doublé, voire triplé, d'anticiper les effets de congestion que l'événement va produire sur la métropole pour se dire que normalement, on devrait observer une dégradation de l'expérience touristique dans Paris. C'est schématiquement l'hypothèse. Et là, je vous donne un petit exemple concret. Je fais ça sur ma petite machine qui est dans mon sac. J'utilise un modèle assez simple, ce n'est pas un modèle GPT-4, c'est un modèle, je passe son nom un peu compliqué, c'est un dérivé de BERT et qui a été entraîné pour faire du Zero Shot Classification. Le Zero Shot Classification, c'est quoi? C'est donner des labels, vous les avez, là j'ai testé sur l'émotion, donc j'ai choisi un certain nombre d'émotions, vous retrouvez des éléments d'analyse du sentiment, vous retrouvez les émotions fondamentales de tous des psychologues, là c'est Plutchik, et
Et puis j'en ai rajouté quelques-unes qui me semblaient pertinentes dans le cas de ce domaine. Par exemple, Disappointment, je travaille sur un corpus anglais, 60% des reviews sont en anglais, en fait, clientèle internationale, à Paris. Et puis je mesure ça, et puis j'ai directement mes scores. Donc moi je présente à la machine ça, j'ai quelques centaines de milliers de postes. Alors ça demande du temps, hein. Pour être très concret sur une tâche comme ça, en gros, il me faut 5 minutes sur une machine normale pour pouvoir traiter 1000 individus, hein, 1000 textes. Enfin, bon, je vais avoir un peu de budget à Dauphine, ça va. On va s'acheter bientôt des GPU type A100, hein, pour parler un peu techno, et puis je pense que ça va se faire dans une fraction de seconde, quoi. Donc on pourra faire en quelques heures plusieurs millions. C'est un peu l'ampleur de la tâche. Je ne parle pas de la petite représentation, ceux à qui ça parle, vous aurez compris, c'est la représentation des corrélations entre les émotions qui, au passage, me permettrait de construire des index un peu plus sophistiqués à mettre dans des tableaux de bord. Si on revient au système, ça c'était juste pour faire un petit point sur l'IA, un peu ses potentiels, mais ce matin ça a été remarquablement présenté aussi. Comment je vois la relation client aujourd'hui ? Je vais le mettre sur le transparent suivant, c'est un ménage à trois. Il va falloir bien comprendre qu'aujourd'hui, la relation client, ce n'est pas un face-à-face entreprise-client médiatisé par des collaborateurs, ça va être 3 acteurs. Un agent digital, des agents digitaux, des agents humains qui vont rester, mais 300 000 emplois dans la relation client, je suis très curieux de voir de combien on va réduire dans les années qui viennent. Il suffit de regarder les cours de téléperformance récemment et ça vous donnera une idée de l'anticipation des marchés. Hein. Donc, maintenant, quand je dis il y a beaucoup d'IA, on revient à la question de la mémoire. Ce qui se passe aujourd'hui, quand on parle d'expérience client, je vous ai dit, on ne parle pas d'expérience consommateur. Le consommateur, il vit son expérience là où il consomme, dans un environnement que les entreprises maîtrisent relativement peu, sauf quelques exceptions. Tout ce que les entreprises, en tout cas de services, captent, c'est ce qui se passe entre le client et les agents dès lors qu'il y a un enregistrement. Et on peut enregistrer tout ce qu'on a envie, les conversations, les documents, les formulaires, tout ce qui passe ça, on va l'enregistrer. Par les CRM, on va le stocker en fait dans des grandes bases de connaissances. Alors d'un point de vue technique, ces bases de connaissances sont en train d'évoluer à grande vitesse. Hein. Moi, je suis un enfant du Nord et du one-to-one et de la Redoute. Hein. J'ai passé ma thèse à Lille, donc c'était quand même il y a près de 40 ans, donc un peu moins, oui, 91. C'était la décennie de la Redoute et des 3.6 et du marketing direct, où on avait bien sûr ces idées de ciblage et on construisait des bases de données très importantes. Mais le mot-clé à l'époque, c'était SGBDR, système de gestion de bases de données relationnelles. Aujourd'hui, le mot-clé, ça va être base vectorisée ou base vectorielle. Donc des bases qui sont des applications de ces modèles-là, où on prend tout le contenu, on le découpe en saucissons, en petites tranches, et on vectorise chacun de ces paragraphes. Donc un vectorisé, c'est une suite de nombres. Il y en a à peu près 1000 dans les petits modèles, 3000 dans ChatGPT. C'est la signature d'un élément de contexte. Et dans des modèles tels que les modèles RAG aujourd'hui, on constitue des bases documentaires. Et quand un agent a besoin d'une réponse, il va faire son petit prompt. On va aller chercher les vecteurs similaires au prompt. Et puis on livre ça à une IA générative qui va faire la synthèse, la summarization. C'est une des autres tâches que font les IA textuelles et qui vont fournir une réponse. Alors, si vous voulez un exemple concret que je côtoie parce que j'ai un de mes doctorants qui fait sa thèse, à la DITP, donc à la Direction de la Transformation Digitale, c'est l'État, hein, c'est même pas une entreprise, ils ont mis en place leur TripAdvisor, le TripAdvisor de l'administré, enfin de l'usager, il préfère dire, qui s'appelle « Je donne mon avis ». Et dans je donne mon avis, dans le protocole, l'idée c'est qu'à chaque intervention de consommateur, il y a un agent public qui y réponde. Et ils sont en train de tester, ils ont testé là, depuis je crois le mois de novembre,
l'adaptation, je crois que je ne sais pas si c'est un modèle Yamaha ou autre, ou Mistral, d'un petit appareil qui va produire les réponses qui va produire les réponses pour l'agent, naturellement, sous la supervision de l'agent. L'agent peut refuser ou accepter. 50%, si j'ai bien entendu les chiffres, mais en gros, la moitié des agents utilisent le système et quand ils l'utilisent, à 70%, gardent la réponse de l'IA. Donc là, on a quelque chose qui fait de l'empowerment, qui accompagne. Et c'est là où ce qui est l'essentiel, c'est la capacité maintenant à fabriquer des bases de données qui soient exploitables par des IA plus ou moins spécialisées et qui guident les comportements, soit des agents digitaux, soit des agents humains. Donc, si on est en plus simple, on est un couple à 3, je crois qu'on appelle ça des troupes, il me semble. Le client, l'agent. Et là, vous avez les enjeux principaux. Les grands enjeux, ils sont assez clairs d'un point de vue stratégique. Quand on considère l'interaction entre l'IA et l'agent, on est clairement dans les problèmes d'automation. Alors, bien sûr, dans les entreprises, ils vont vous dire à grands cris, mais non, nous, on reste l'humain avant tout. Mais très clairement, l'objectif aujourd'hui est clair, net, c'est de réduire les coûts et en déportant le maximum d'opérations et d'interactions du côté de l'intelligence artificielle. Donc là, c'est la logique économique, la substitution qui est en cours. Elle n'est pas toujours possible, et notamment pour traiter les cas difficiles. Il reste le couple assez de base, qui reste quand même le client et l'agent. Il n'y a rien de plus détestable pour un client humain de ne pas savoir où trouver un agent humain pour résoudre un problème. C'est quand même le problème majeur aujourd'hui de la plupart des systèmes de la relation client, y compris des grandes entreprises. Donc, et puis, il y a le dernier champ, effectivement, qui mérite un intérêt aussi, et qui concerne un déplacement des compétences. Ça, c'est là où on sait le moins, on connaît le moins, on sait que dans un emploi, il y a différentes tâches, certaines tâches seront automatisables, comment vont être-elles déportées ailleurs, quel impact sur l'organisation du travail, etc. Mais il y a un modèle qui est quand même en train de se dégager, qui est le copilotage, qui est proposé notamment dans les professions informatiques. Quand on est un utilisateur de GitHub, aujourd'hui, GitHub, c'est pour stocker les programmes qu'on a créés, c'est pour manager des équipes de développement, et c'est pour avoir des gains de productivité dans l'écriture. Le copilote ne va pas tout vous écrire. Moi, j'utilise ça au quotidien maintenant. Pour vous dire, je suis plutôt Mistral, parce que autant être français, mais j'ai 2 écrans à la maison. Un écran, il y a Mistral. Un écran, il y a mon Python ou mon R. Et puis, quand j'hésite un peu sur une formulation, plutôt que d'aller faire du search, maintenant, je formule ma question. Ça me donne les 3 lignes de code qui me manquaient. Je corrige comme ça a été bien montré à côté et je mets. Et ça, effectivement, ça, c'est peut-être l'enjeu qui va être le plus difficile pour les entreprises. Parce que ce n'est pas simplement une question de technologie, de savoir avoir les bonnes IA pour les bonnes tâches. Il va falloir avoir un rôle d'orchestrateur, un rôle de formation, et puis très certainement des réorganisations dont je ne connais pas les contours et dont je pense que peu de gens connaissent les contours aujourd'hui. Voilà, bon, en conclusion, peut-être quelques mentions. Si un premier quand même rappel, il y a une révolution technologique, mais il n'y a pas de révolution managériale. Là, c'est quand même déjà un point important. Au sens où ce qu'on est en train de faire, donc l'individuation ou l'individualisation du traitement de la relation client, c'est un projet qui date naturellement depuis les années 90, mais qui est quand même dans une logique encore beaucoup plus ancienne, qui est celle du self-service. S'il y a une révolution dans le commerce et dans les services, c'est quand même l'idée que les clients n'ont pas envie d'avoir un alter ego, n'ont pas envie d'avoir un comptoir au milieu, ont envie d'être absolument libres dans leurs décisions et être dans l'autonomie. Donc vous regardez un secteur comme la distribution, l'histoire de la distribution, c'est l'histoire de l'autonomisation des clients, et ça depuis le début quasiment du XXe siècle. La seconde chose, c'est qu'il faut être absolument persuadé que les machines font partie de l'expérience. Donc on a une expérience peut-être synthétique qui ne s'opposerait pas, mais qui s'ajoute à l'expérience authentique qu'on a avec des êtres humains, avec leurs forces, leurs faiblesses, etc.
Un point aussi très important, si tout ce mouvement-là est encouragé, c'est par les clients eux-mêmes, c'est par nous-mêmes, parce que nous sommes fainéants. Hein? Là, il y a une chose qui est claire. Si on veut satisfaire des clients, il faut leur assurer le minimum. Ne cherchez pas le delight food des clients, ça n'apporte pas beaucoup de valeur, mais faites en sorte qu'il n'ait plus aucun effort à produire. Le coup de génie de Amazon, je le rappelle, ça s'appelle le bouton One Click. Alors, les humains, ce qu'ils veulent, tous les discours de la bienveillance, moi, m'agacent de plus en plus. Hein, de le dire franco. Ce que veulent les clients, c'est qu'on résolve leurs problèmes. Je vous parle de Airbnb, j'analyse les reviews. Qu'est-ce que je vois dans les reviews? Une chose très simple. Que demandent les clients? Un appartement propre, un lit confortable, pas de bruit dans le voisinage, des commodités aux alentours. Jamais ils ne parlent de la relation avec l'autre. Le lien, plus que le bien, c'est un mythe qui est aujourd'hui totalement dépassé, en tout cas pour le cas de Airbnb. Un, résoudre les problèmes, et deux, quand même, ça c'est la dimension humaine, la reconnaissance sociale. Et ça, les IA ne peuvent pas donner de la reconnaissance et de la considération aux personnes. Donc, pas à oublier. Donc, bien sûr, la conclusion, c'est que les machines vont réussissent et vont réussir et de mieux en mieux dans la résolution des problèmes, mais elles n'ont aucune bienveillance. Je vais me contredire un petit peu, mais moi, dans mon esprit, la bienveillance, c'est simple. Hein, c'est qu'est-ce qu'une personne qui est bienveillante ou une attitude qui est bienveillante? C'est la générosité, c'est deux, de la tolérance, et c'est naturellement un petit zeste d'empathie. Et ça, on pourra peut-être simuler l'empathie avec une informatique émotionnelle. J'y crois pas trop. En dernier ressort, les clients seront heureux si en dernier ressort, ils peuvent retrouver un être humain. Voilà. Merci. Merci beaucoup, professeur Benavent, pour cette brillante intervention. Vous nous avez projeté dans l'espace multidimensionnel de l'intelligence artificielle. Avant de donner la parole au public, j'aurais peut-être une première question. Vous avez évoqué les sentiments, l'empathie, l'émotion. Vous êtes dans une logique, d'une certaine manière, de modélisation de cette expérience sur la base de verbatim qui sont issus donc des bases de données d'Airbnb et autres. Est-ce que c'est possible de rendre mathématique ou sous forme d'équation quelque chose qu'on appelle expérience client en intégrant des variables qui s'appelleraient émotion, qui s'appelleraient empathie, ou est-ce que c'est une utopie? S'il s'agit de mesurer, manifestement, oui. Je ne veux pas dire que ça ne pose pas de problème, mais oui, bien sûr. Donc, l'avantage de l'IA, c'est qu'on va produire des nouvelles métriques de l'expérience avec elle. Est-ce que l'IA, en termes d'agents actifs, opérationnels, peut générer des émotions? En elle-même, non. Après, là, on rentre dans une autre catégorie de questions que je n'ai pas abordées, et ce qu'on appelle classiquement les interfaces homme-machine. Et puis, on se rend compte que les humains, ayant été socialisés dans un monde humain, on prend l'habitude de s'adresser aux choses comme on s'adresse à un humain, surtout en période de stress. Hein. Donc, moi, je parle à le chat de Mistral, enfin le mien, je lui parle comme un copain, quoi. C'est le meilleur moyen de réussir à être en interaction avec lui, parce que mentalement, je suis incapable de me mettre dans ses embendings à lui, quoi. Merci. Peut-être y a-t-il des questions que vous souhaiteriez poser au professeur Benavent sur son intervention, sur... Oui, au fond dans la salle, peut-être un micro pour monsieur. Sinon, levez-vous et parlez très très fort.
Non, je pense que c'est lié à la question que j'ai laissée ouverte de comment vont se transformer les organisations par la suite. J'ai évoqué la plateformisation, où il y a bien sûr du digital, mais pas encore trop d'AI. Moi, je trouve remarquable un Uber, quoi, réussir à externaliser toute la force de production. Économiquement, c'est fantastique. Voilà. Maintenant, pour le rôle de l'AI, l'impact dans l'organisation du travail, bon, c'est quelque chose que les économistes étudient depuis un moment. Et moi, je pense à un auteur qui s'appelle Autor, hein, qui a bien décrit l'impact du digital. Et l'IA, c'est une étape supplémentaire dans le digital, c'est-à-dire dans la capacité de coordination de beaucoup de décisions. Si vous voulez une définition. Et là, bon, c'est assez clair le paysage qui se dégage. Pour ce qu'on appelle les talents, ceux qui ont des compétences ou un niveau de compétence exceptionnel dans son boulot, les revenus ne vont faire que s'accroître, quoi. La carrière du futur, pour être riche, il faut être footballeur, avec beaucoup de talent. Donc il y a de la place pour quelques milliers. Maintenant, si je continue l'image de manière un peu dure, pour les centaines de milliers de jeunes qui savent courir, mais enfin qui ne sont pas Mbappé, eux, on va les remplacer par des robots. Les tâches qui vont rester aux humains, dans les modèles d'impact de la technologie et des technologies digitales sur le monde du travail, c'est très clairement une sorte de disqualification. Les humains gardent du boulot là où ils restent moins chers que les ordinateurs. C'est un peu noir hein, comme vision, hein. Mais effectivement, ça conduit certainement à une polarisation. Après, il y a des déplacements, pour être un petit peu plus nuancé, c'est quand même les déplacements qu'on a vus dans l'industrie. Moi, quand j'étais étudiant, je faisais l'ouvrier l'été pour gagner un peu de sous dans une usine métallurgique. Et j'ai vécu la transformation. Je vais vous la donner sur une anecdote. Ce qui était le travail des ouvriers dans cette usine-là, c'était un travail de surveillance, de passer le long des colonnes, c'était des colonnes qui distillaient du zinc, et d'intervenir quand il y avait une fuite, une coulée de zinc qui était là. Contrôle manuel. Et moi, je suis arrivé dans une période où, dans cette usine-là, du nord de la France, ça s'appelait Pénard-Royat Métal Europe auparavant, qu'est-ce qui s'est passé? On a introduit ce qu'on appelait à l'époque, dans le monde des ingénieurs, le CIRA, le contrôle industriel et la régulation automatique. Et là, il y a eu élévation de la qualification, puisqu'il y a un des ouvriers, c'est une image, qui s'est retrouvé dans une salle de pilotage et une salle de contrôle à détecter les choses et à ordonner à une équipe d'ouvriers réduite, plus réduite, puisqu'on a gagné du temps sur la partie surveillance, mais on n'a pas gagné du temps sur la partie intervention, et on a eu un déplacement. Alors ça, c'est ce qu'on observe, je donne en une image, mais dans toute l'industrie. Donc on voit que les fonctions de techniciens, et disons intermédiaires, elles vont prendre une proportion de plus en plus importante, et le process productif, il reste, je vous dis, l'équation, les humains dont on a besoin, parce que de toute façon, au prix où on les paye, l'intelligence artificielle, c'est pas un grand projet. Donc on va avoir effectivement une organisation comme la Poste, hein, vous êtes affecté par ça depuis longtemps, il va y avoir des redéplacements de qualification et d'emploi. Merci. Une dernière question peut-être? Madame? Vous avez évoqué l'importance de la mémoire dans l'expérience, dans l'empreinte relationnelle. Côté utilisateur, où en sommes-nous aujourd'hui côté mémoire IA, c'est-à-dire que demain, ou peut-être même aujourd'hui, c'est ma question, est-ce qu'il existe des chatbots qui gardent en mémoire les relations avec chaque utilisateur de façon à construire une relation un peu plus empreinte les ingénieurs qui vont mettre en place ces systèmes, comme ça a été évoqué ce matin très bien, et là je ne fais que reprendre, effectivement, ça va être un enjeu. Bon, on l'a déjà aujourd'hui, hein, quand vous utilisez ChatGPT, il vous force un petit peu à garder des fils de conversation pour étoffer ce qu'on appelle le contexte, et donc pouvoir avoir des réponses plus précises et rester là. Donc oui, bien sûr, c'est... Ils vont pas construire une relation. Par contre, ils vont accumuler des traces, on va dire,
qu'ils pourront exploiter éventuellement d'une meilleure manière, quoi. Merci. Une dernière question, donc, monsieur. Oui, monsieur Bénavent, vous dites il faut régler les problèmes des clients. Vous avez bien sûr raison, évidemment. Et vous dites le delight, on s'en fout. C'est un petit peu caricatural, vous l'avouerez. Ce que je veux dire par là, c'est que rien que la façon d'Amazon, la façon qu'a eu Amazon pendant des années de super bien régler les problèmes des clients, alors qu'il y avait des problèmes, a créé un attachement extrêmement fort, enfin, des pics émotionnels chez les clients qui étaient extrêmement importants. Le témoignage de confiance, a priori, que Amazon avait envers ses clients, était une très bonne preuve de confiance à un moment où les autres entreprises n'étaient pas là-dedans. Donc, ce que je veux dire, c'est que même dans la façon qu'on a de régler un problème d'un client, on peut provoquer de l'enchantement. Donc, l'enchantement, c'est Non. Ah, bon. On peut créer des... Donc, voilà, c'est un peu caricatural. Non. Non. L'enchantement, c'est ce qu'on donne au-delà de ce que les clients attendent. Donc moi, j'ai quand même une culture économique, et en économie, on appelle ça le surplus du client. Et c'est pas très bon. Si on est du côté de l'entreprise, le but du jeu, c'est de s'approprier le surplus du client. Donc pour moi, alors il y a quand même un certain nombre d'auteurs qui ont travaillé ça, et on peut le discuter, et vous avez raison de le discuter, mais je dirais que pour moi, la balance, elle va vers la question de l'effort. C'est fournissons au client juste ce dont il a besoin, mais réduisons au maximum l'effort. Ça, c'est une politique. Disons que moi, je suis plutôt en faveur de cette politique-là. Il y a des secteurs, et là vous aurez raison, si on est par exemple dans le secteur du luxe ou de la restauration haut de gamme, on ne peut pas se contenter de donner juste ce dont on a besoin le client, parce que ce dont a besoin le client, c'est plus que ce qu'il n'attend. Mais ce sont des cas d'exception. Voilà. Maintenant, à chacun ses stratégies, mais aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que les gagnants, c'est ceux qui se concentrent sur ce dont ils ont besoin. Amazon ne cherche pas particulièrement à être aimé par ses clients, il cherche à avoir des process qui soient immédiats. Je vais vous rajouter une autre chose, puisque c'est là, pour vous donner une dimension concrète. Bon, j'ai travaillé l'année dernière avec un opérateur téléphonique connu en France, je ne vais pas en dire plus, qui m'a livré... toutes les évaluations de toutes les réclamations qui ont été faites à son égard, donc on avait un bon paquet, pas mal de dizaines de milliers, voire plus, et à la fois de verbatim et d'évaluation en termes de recommandations, en termes d'émotions, etc. Sur l'émotion, il y avait une question simple dans leur batterie, c'est est-ce que vous êtes enchanté? Est-ce que vous êtes confiant? Et puis, naturellement, tout en bas, est-ce que vous êtes en colère? Et puis, j'ai testé 2 ou 3 paramètres concrets, pas des trucs psychométriques, mais des indicateurs de qualité objective du service. Donc, est-ce que le problème a été résolu en moins de 24 heures ou plus de 24 heures? Le montant de la compensation, je parlais de générosité, ça en fait partie. Donc, quel est le montant de la compensation? Et puis, le nombre d'interactions qu'il a fallu pour résoudre le problème. Bon, naturellement, pour la compensation, plus on compense et moins il y a de gens en colère, mais ce n'est pas des écarts énormes, là, c'est pas sensible. Sur la résolution, sur le temps de résolution, c'est simple. Moins de 24 heures, 10% de gens en colère, plus de 24 heures, 40%. Voilà. On ne discute pas. Et quand on regarde l'impact des interactions, alors là, ça amplifie encore. Donc, c'est très simple. Dans ce cas-là, l'opérateur, quand il a une réclamation client, son objectif doit être de résoudre le problème, même pas dans les 24 heures, dans les moins de 12 heures, moi je dirais dans les 6 heures. Et effectivement, essayer d'aller résoudre droit au cou. Si on est dans cette perspective-là, je ne pense pas qu'on puisse. C'est pas un management de la même nature qu'un management du delight où on va chercher à épater les clients. C'est d'autres ressources. C'est 2 politiques différentes pour moi. Après, c'est des questions de secteur, de circonstances et de segments. Il y a des clients qui vont accepter de payer très très cher certains services. Résolver son problème en 30 minutes, il sera baba. Ah bah oui.
Merci. Non, il sera peut-être baba la première fois, mais la deuxième fois, il aura pris l'habitude. Merci beaucoup pour cette intervention. On voit que la dimension temporelle dans l'expérience client est très importante. Merci. Donc l'expérience client, c'est vraiment une expérience cumulée de points de contact et d'éléments qui sont opérés à travers des agents qui sont des agents digitaux et d'autres qui sont des agents humains. Madame Johan, vous êtes directrice du management de la qualité de la satisfaction client La Poste. Vous allez aborder cette question de l'empreinte relationnelle qui va nous plonger dans l'humain. On aimerait en savoir plus parce que je pense que ça peut alimenter justement ce débat entre les chercheurs et l'entreprise. Oui, on est en train de bouillir parce qu'on voulait intervenir là tous les trois pour dire que quand même, on veut quand même qu'il y ait de la relation client et de l'intime avec nos clients. Et donc pour revenir un petit peu sur la définition de l'empreinte relationnelle, enfin ce que ça signifie en tout cas pour les entreprises et pour nous à La Poste, c'est justement à travers cette démarche de mettre en lumière l'authenticité dans le cadre de la relation client, des interactions que l'on a avec nos clients et justement développer cette confiance. Donc je vois qu'en plus ça acquiesce dans la salle, donc je n'étais pas la seule à avoir envie de réagir. Et justement, le but d'un dispositif comme l'empreinte, c'est de ne pas se focaliser uniquement sur des outils un peu mécaniques ou sur de l'IA générative, puisque le client, il a besoin aussi à un moment donné d'avoir un vrai échange. Donc nous, on a plusieurs forces de frappe, c'est-à-dire que ça va se traduire à la fois par nos facteurs qui au quotidien rencontrent nos clients. Donc là, on est vraiment dans la posture et dans l'échange. Et je pense que le client, à ce moment-là, il a besoin de plus que la simple relation qui a été évoquée. Il a besoin d'empathie, il a besoin d'écoute, et donc que l'on travaille aussi sur les postures et sur l'écoute de nos clients. Donc déjà, dire, voilà, l'empreinte relationnelle, à quoi elle sert. Là, je pose un peu les bases. Et puis ça peut se traduire généralement, quand on parle d'empreinte relationnelle, on le mesure de trois façons différentes. On va parler tout d'abord de l'intensité, c'est-à-dire quel type d'émotion on veut faire ressentir au client. Donc c'est important de se le poser. Ensuite, on va parler de sa couleur. C'est en fait, quelles sont les émotions qu'on veut faire ressentir au client. Et enfin, on parle de son impact, c'est-à-dire c'est en quoi, justement, l'empreinte relationnelle va permettre, quand on a une interaction avec le client, qu'il vienne nous voir, si c'est sur un point de contact ou si c'est nous qui le rencontrons, à faire en sorte que ça développe quelque chose avec lui dans la relation avec l'entreprise et l'envie peut-être d'aller plus loin, donc de prendre de nouveaux services, nous demander de l'aide, etc., etc. Donc je pense que ça, c'est important de le rappeler. Cette démarche, en fait, elle permet vraiment de développer la confiance du client. Et elle passe aussi par toute une transformation qui est à apporter aussi au niveau des collaborateurs. C'est-à-dire que c'est se mettre systématiquement à la place du client. Donc, travailler vraiment sur les ressentis clients. Ce qu'on peut dire techniquement dans les entreprises et qu'on peut observer, c'est on veut bien faire, donc on veut faire du premier coup et on applique un process. Et on se dit qu'on a réussi. Mais c'est pas ça le plus important. C'est aussi de se dire quel est le feedback du client et lui, comment il a ressenti ce que l'on a fait pour lui, ce que l'on a réalisé pour lui et justement comment on a réussi à peut-être réduire son effort. Là, j'étais d'accord sur le fait de dire il faut quand même dans notre travail et dans le développement de la relation client, c'est réduire au maximum l'effort que l'on demande aux clients. Et nous, en fait, au niveau de La Poste, on s'est dit on va mettre en place cette empreinte relationnelle. Donc aujourd'hui, je représente principalement la branche service courrier colis. Et donc en plus, vous avez vu, mes patrons sont dans la salle, donc je vais défendre la branche. Mais cette démarche, on l'a construite pour tout le groupe La Poste, en fait. Puisque l'important, c'était de se dire comment faire en sorte que, quelle que soit l'interaction que le client a avec La Poste, on a la même approche. Donc par exemple, nous on est à la banque, vous allez à la banque, on applique les mêmes principes. Vous allez sur les sites laposte.fr, c'est la même façon aussi d'aborder le client. Vous allez en bureau de poste, encore une même démarche. Donc c'est vraiment quelque chose qui pour nous traverse tous nos canaux et qui doit être une vraie expérience client, quel que soit le type d'interaction humaine ou digitale qu'il a avec nous. Donc comme l'a dit Philippe Dorge, en plus dans notre plan stratégique, nous on a mis le client au cœur de notre stratégie, donc il était véritablement important de le retraduire aussi dans une démarche et de le relancer dans les postures clients. Donc je ne sais pas si vous allez projeter le petit slide que j'avais fait, si c'est possible ou pas.
si on n'a pas la petite télécommande. Je ne sais pas. Il est sur le pupitre. Alors, attends. Du coup, je me lève. Tac. Et ben, ça ne marche pas. J'ai essayé avec la souris. Non. Du coup, Mourad, je vais avoir besoin... Ah, ça y est. Voilà, merci. C'est quelle télécommande, c'est celle-ci? Ok. Et du coup, nous, on l'a traduit justement par le fait de se dire on va définir plusieurs types de ressentis. Je vous ai parlé des couleurs, vous avez vu, en plus on a traduit avec des couleurs. Donc, c'était pour dire que pour développer la proximité avec le client, on veut qu'il soit toujours le bienvenu chez nous. C'est-à-dire, c'est les postures d'accueil dès lors que le client fait l'effort de venir nous voir. Il y a aussi, on s'est dit, on veut une relation qui soit personnalisé. Donc on s'est dit, voilà, on veut qu'il ait l'impression qu'on a de l'attention envers lui et qu'il est considéré. Et les deux autres ressentis sur lesquels on a voulu travailler, c'est que justement, on montre que à la fois on met de l'énergie pour réduire son effort, donc il est serein quand il vient nous voir, puisque comme on est attentionné, on l'écoute et on fait en sorte de répondre à ses attentes, mais aussi qu'il est entre de bonnes mains, parce qu'on est des professionnels et on a cette posture de conseil. Donc voilà, en gros, nous, comment on a traduit cette dimension d'empreinte relationnelle et qu'on est en train de déployer avec nos équipes au sein de la BSCC. On a commencé d'abord avec des expérimentations parce qu'on s'est dit une démarche de ce type, c'est pas uniquement quelque chose qui doit être descendant. Nous, nos facteurs au quotidien, c'est quand même une des personnalités préférées des Français qui rentre au domicile des Français d'ailleurs, parce qu'on parlait du livreur Amazon, lui on le laisse pas rentrer, alors que le facteur on le laisse rentrer. Eh bien, c'est de voir avec eux qu'est-ce qu'ils pratiquent au quotidien pour améliorer aussi notre démarche. Donc on l'a testé sur 3 territoires divers, la Normandie, le Pays de la Loire et le Centre-Val de Loire, et on s'est enrichi de leurs expérimentations. Et par exemple, ils nous ont dit, voilà, les clients, ce qu'ils aiment, c'est par exemple, je présente mon remplaçant parce que j'ai le droit, moi, en tant que facteur, de prendre des congés. Donc c'est montrer aux clients qu'on lui accorde de la valeur et qu'on lui présente mon remplaçant. Donc vraiment, on est attentionné vis-à-vis de lui. C'est aussi lui dire, voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, votre sonnette, elle ne marche pas, parce que des fois, on n'est pas content, on dit que le facteur, il n'a pas sonné, mais en fait, la sonnette, elle est cassée. C'est lui dire, tout simplement. Donc on lui met un petit post-it pour lui dire, attention, faites réparer votre sonnette. C'est beaucoup de choses comme ça, des petits gestes, en fait, mais qui, au quotidien, améliorent la relation client. Merci Madame Duren. Donc on a bien compris que l'empreinte relationnelle, en fait, c'est aussi réintégrer la dimension humaine dans une démarche qui au départ était à la fois digitale et humaine. C'est une sorte d'hybridation, en fait, d'une certaine manière, de l'expérience client. Tout à fait, parce que comme on l'a évoqué, à la fois dans nos contacts avec le client, on récupère de la donnée et on veut faire en sorte de travailler cette donnée pour mieux satisfaire nos clients. Donc notre facteur, il est aussi un ambassadeur, il est là pour nous collecter de l'info. Il peut aussi demander au client de créer un compte client sur laposte.fr, ce qui nous permet d'avoir normalement son numéro de téléphone. Donc là aussi, on pourra l'appeler pour lui dire que le facteur y passe et donc encore mieux le préserver et lui faire du zéro effort pour avoir son courrier ou son colis. Et donc c'est le lien entre le digital et l'humain. D'accord, merci beaucoup. Vous me donnez la transition idéale pour aller me tourner vers monsieur Jean-Marc Penello. Vous êtes responsable expérience client à la Redoute, donc un groupe historique dont nous avons parlé précédemment. Professeur Benavent racontait qu'il avait fait sa thèse à Lille. Moi, pour le coup, j'ai eu comme professeur le professeur Pierre-Louis Dubois qui faisait du consulting pour la Redoute. Donc j'ai baigné aussi dans cet univers. Alors, qu'en est-il du côté de la Redoute? Comment voit-on l'expérience client? Déjà, je pense que avant de parler de la Redoute, je pense qu'il faut parler un peu de la relation client-entreprise, parce qu'il faut se dire pourquoi aujourd'hui on est dans cette schéma de relationnel. Auparavant, je vous rappelle, le client, il n'avait pas le pouvoir. Le business était plutôt bon. Moi, j'étais avant dans la téléphonie, donc dans les grandes époques de la téléphonie. Et on se disait, aujourd'hui, j'ai un conseiller, comme j'avais un bot aujourd'hui, qui est assez basique. Il a un process, il a un script, il suit son script. Si le client est content, il a sa réponse, tant mieux. S'il n'est pas content, c'est pas grave, j'en ai 50 qui attendent derrière. Donc déjà, c'est aussi bien voir l'évolution un peu de ce métier. Ensuite, il y a eu la grosse révolution des réseaux sociaux qui a remis un peu cet équilibre au centre en se disant, d'un côté, le client reprend le pouvoir, puisqu'il il peut s'exprimer, il a un point par rapport à ses pairs, il peut évaluer le service, il peut évaluer les produits. Et là, on se retrouve à un équilibre où finalement, ça devient intéressant de se pencher un peu sur ce client et sur ce qu'il apporte et comment on peut le prendre en charge d'une façon différente. Et après, la troisième révolution, c'est un peu
révolution avec l'IA générative, où on se dit finalement, si on se tourne du côté de l'entreprise, qui est toujours la même chose, c'est de se dire, moi, le service client, c'est un coût, clairement. Enfin, moi, la première fois qu'on m'a dit, il y a l'IA qui arrive, ok, ça va me faire économiser combien de contacts? Soyons clairs. Donc moi, mon job de directeur de la relation client, c'est de se dire comment je trouve cet équilibre entre le financier et cette relation client qui est au cœur de ma passion, hein, et comment j'accompagne ce client qui recherche, lui, deux choses, l'efficacité. Il ne veut pas avoir d'effort, hein, il veut que ce soit simple, qu'il soit clair, et il veut une réponse à sa problématique. Et deux, si je ne l'ai pas, ou en tout cas sur les problèmes plus complexes, comment j'arrive à créer du lien avec lui. Parce que là, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, et vous l'avez tous vécu, quand je n'ai pas de problème avec une marque, et que ça se passe bien, c'est normal. Hein, j'ai le bon produit, la bonne promesse. Par contre, quand ça ne se passe pas bien, c'est là que ça devient intéressant. Parce que c'est là que je crée du lien avec mon client, c'est là qu'il va évaluer ma capacité à le prendre en charge, c'est là qu'il va évaluer l'attention que je me porte à moi et quelle importance je donne à ce client-là. Et c'est là que ça devient extrêmement important dans l'équilibre entre les deux. Et c'est tout le sujet de cette IA, c'est de se dire finalement, si on se porte du côté client, comment on fait pour trouver cette efficacité et ce côté relationnel? Déjà, l'IA sans data, c'est une boîte vide. Hein. Donc autant vous dire, si vous voulez créer de l'IA et si vos systèmes de données ne sont pas structurés, ne sont pas qualitatifs et compatibles avec votre IA, n'y allez pas, ça ne sert à rien. Hein. Là aussi, si vos systèmes, parce qu'on peut faire plein de choses avec l'IA, je vous pose juste un exemple, hein, si vos conditions générales de vente, qui sont les vôtres, et que vous avez fait de la marketplace et les conditions générales de vente de votre vendeur ne sont pas les mêmes, et que vous mettez ça dans la même boîte, l'IA, il va vous dire n'importe quoi, parce que pour lui, les deux choses sont complètement différentes. Donc là aussi, il y a un vrai travail sur la data pour l'homogénéiser, la structurer et faire en sorte, sur des data qui sont assez basiques, hein, de pouvoir la donner. Mais ce n'est pas si simple. Hein. Si on parle sur le transport, par exemple, où est mon colis? Ça paraît hyper simple aujourd'hui. Mais la data, elle est où? Elle est chez mon transporteur, elle est dans mes systèmes d'information, est-ce qu'elle est en live? Est-ce qu'il y a un décalage? Tout ça, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Hein. Pourtant, c'est une demande simple à la base du client. Donc là aussi, c'est comment je peux aussi structurer mes données, quelles sont les informations que je peux communiquer de façon fiable à mon client, qui ne sont pas en plus pas forcément des informations personnelles, hein, donc ça je peux le faire assez simplement, mes bases de connaissances, mes CGV, etc. Et à quel moment finalement j'offre à mon client la possibilité de migrer sur un parcours humain? Parce que c'est ça aussi, pour moi la vision, c'est la mienne, c'est de donner le choix en fait. Vous avez des clients qui sont digitaux, qui veulent de l'efficacité, qui veulent tout de suite 24 heures. On voit que c'est de plus en plus les interactions maintenant. Si je ne réponds pas à mon client dans la demi-heure, je me fais impacter immédiatement sur ma satisfaction. Donc j'ai des clients qui sont appétents à ça et il faut les alimenter avec une IA. Et il y a des clients aussi, moi j'ai des clients à la Redoute hein, qui ont 70, 80 ans. Je vais vous dire, vous parlez d'IA, de quoi tu me parles quoi? Et moi j'ai pas envie d'y aller sur l'IA. Et pourquoi je forcerais quelqu'un à aller sur l'IA alors que je n'ai pas envie d'y aller? Là encore, c'est aussi lié à votre politique d'entreprise. Est-ce que pour vous, avoir un contact, c'est une contrainte ou c'est une opportunité? Il y a des entreprises qui investissent des millions pour faire de la télévente. Le client, il nous appelle, on ne veut pas le prendre. Il y a aussi quand même quelques incohérences quand même alors que là, ce lien qu'on crée avec lui, on apprend plein de choses, on apprend à le connaître et il reviendra. Donc c'est vraiment ce travailler pour moi, cette intelligence relationnelle, elle est multiple en fait. Elle peut être liée à l'IA, elle peut être liée à l'humain, mais surtout les deux doivent être complètement insérés. On ne peut pas se dire d'un côté je fais de l'IA, d'un côté je suis du relationnel. Non, je passe dans l'IA et si votre système il est performant, ils vont y aller les clients. Parce que, par contre, on l'a vu sur les anciens systèmes, une fois que j'ai essayé 2 fois que je tourne en rond, j'y vais plus. Hein. Donc là, il faut qu'il soit opérationnel, qu'il fonctionne bien, et s'il fonctionne bien, ils vont y aller. Par contre, il y aura toujours des cas où dans vos process, hein, 80-90% des cas, c'est des process, c'est huileux, ça tourne, la data est disponible, pas de problème. Par contre, il y a toujours des clients qui ne rentrent pas dans ces process-là. Moi, ce que je disais toujours à mes collaborateurs, essayez de faire rentrer un client qui chose du 45 dans du 34. Vous pouvez essayer, hein. Ça ne rentre pas. Hein.
Donc là aussi, ce qu'on attend aussi du conseiller maintenant, c'est qu'il aille identifier finalement cette problématique et qu'il sorte le client du process. C'est ça aujourd'hui, moi je ne veux plus de conseiller qui applique un process, parce que le process finalement, il est clair, il est simple. Moi ce qui m'intéresse, c'est des conseillers qui soient capables de sortir du process, d'apporter une solution personnalisée, de suivre son client de bout en bout. Aujourd'hui, ce qu'on a mis à la Redoute, maintenant, on a des conseillers qui prennent le client en charge et qui vont l'accompagner jusqu'à résolution. Et si j'ai besoin d'un suivi, c'est mon conseiller qui va rappeler mon client, qui va l'accompagner jusqu'au bout. Et je peux vous assurer qu'en termes de satisfaction, c'est plus du tout la même chose. D'accord ? Et si, pour conclure, là aussi on parlait de NPS, qui est très bien, mais finalement, aujourd'hui, ce NPS, il représente toujours un pourcentage de vos clients assez faible. C'est toujours les mêmes qui répondent, parce que moi, personnellement, à chaque fois qu'on me pose un NPS, si tout se passe bien, et si ça ne se passe pas bien, ou effectivement j'ai une certaine affection à la marque et je vais prendre le temps de répondre, ou je m'en fous, je ne reviens pas, je ne vais pas prendre le temps de répondre. D'accord ? Donc vos panels de qualité sont quand même assez restreints. Par contre, aujourd'hui, l'indicateur qui me paraît extrêmement intéressant en termes économiques, c'est le taux de réachat. Finalement, c'est ça pourquoi on est là. Le client y revient ou il ne revient pas, et avec toutes les datas qui sont disponibles aujourd'hui, je sais si mon client y revient ou pas. Je sais si effectivement il est passé par tel prestataire logistique, quel produit il a acheté, etc. Et donc, je peux aussi avoir une data beaucoup plus performante qui va me permettre, moi, d'identifier, et ça c'est aussi le rôle de la relation client, la source initiale du problème, travailler avec les business units qui vont bien pour pouvoir gagner en efficacité. Et après, pour finir sur le modèle économique, comparons effectivement le taux de réachat par rapport aux clients qui passent par l'IA et comparons le taux de réachat par rapport à ceux qui passent par l'humain. Parce qu'encore une fois, on est là pour faire du business. Merci. Donc on voit bien là que vous avez différencié les digitaux et les non digitaux avec des parcours un peu différenciés et des façons de répondre à leurs problématiques, à leurs besoins de manière différenciée. Ça pose la question en termes de recherche aussi de l'acceptation des nouvelles technologies, de la capacité à y trouver une valeur perçue, un intérêt, des bénéfices évidents, patents, au regard des sacrifices qui devront être faits, des sacrifices cognitifs bien souvent, hein, qui supposent qu'on s'engage et qu'on essaie de comprendre comment ça fonctionne. Alors, je propose de passer la parole à monsieur Julien Hervy, qui est consultant expert pour JH Connaissance et Expérience Client. Vous allez nous faire part d'expériences, notamment aux États-Unis, sauf erreur. Alors, bonjour à tous. Merci d'organiser cet événement. Je vous mettez à ma place peut-être de passer après tous ces poids lourds de la relation client. Waouh, j'ai l'impression de monter face à Teddy Riner sur le tatami. Voilà. Donc en fait, je pense que la meilleure des choses qui me reste à faire, c'est de prendre quelques mots-clés de ce qu'on s'est dit là et de les mettre dans un prompt ChatGPT et de sortir une belle synthèse de tout ça. Et puis avec des petites notes d'humour et tout, et je pense qu'on peut le faire très bien. Là, si vous faites le travail à ma place, je vous laisse la main, vraiment. Ce serait assez fantastique. Pour autant, j'ai choisi quelques mots-clés, et puis je vais faire tourner mon prompt, et puis on va voir ce que ça donne. On va en parlant de relations clients. Cocktail, prompt, impro, jardin, symétrie et stratégie. Boileau, donc un philosophe du XVIIe siècle, disait... faut que je parle plus près. Les choses qui se conçoivent bien s'énoncent clairement et les mots pour le dire nous viennent aisément. Je sais pas, mais après l'intervention de monsieur Benavent, ça résonne en moi comme des mathématiques, ça. Et je pense que l'IA, elle est bien meilleure que quiconque d'entre nous, désolé, et notamment que moi pour structurer des discours, amener des idées clairement avec des notes d'humour. Par contre, et puis comme le disait Philippe Dorge, elle résonne très bien, elle évalue très très bien, j'ai envie d'ajouter, elle structure bien, mais est-ce qu'elle comprend? Non. Et ce qu'on a vu, bravo aux étudiants d'avoir organisé ce symposium, et bravo aussi à chaque fois que vous avez réussi à rebondir avec un peu d'improvisation quand on a eu des petits soucis techniques avec des personnes qui parlaient en visio ou plein de petites choses, et ben ça je pense que l'IA elle n'est pas encore capable de le faire. Parce qu'il y a un truc, on a essayé de parler un peu neurones et quelque part des synapses tout à l'heure. Il y a un truc qu'on ne peut pas mettre dans les prompts, qu'on ne peut pas mettre dans l'IA générative, dans les cerveaux de silicium, c'est la dopamine, les phéromones, les neurones miroirs. Alors, je ne sais pas si vous avez vu Her, un film d'intelligence artificielle sur un monsieur qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle.
Il paraît que ça existe aujourd'hui, vraiment, je ne me rappelle pas le nom. Voilà, donc enfin, moi, ma conviction, et presque, j'ai envie de dire, mon combat, il se trouve que j'aime bien notamment la poésie, j'ai l'impression que c'est un peu la chasse gardée de l'humain face à l'IA. Ma conviction, c'est qu'on peut encore fuir l'IA. Il ne s'agit pas de s'y opposer, ça va être très utile, mais qu'on peut encore rester à part et un peu au-dessus, avoir une vraie valeur ajoutée. Ne pas tomber dans le monde total du prévisible où on n'a plus tellement de valeur à côté de l'IA. Et ça s'appelle l'intuition. Et c'est pour ça que les étudiants, je pense qu'ils vont se rappeler qu'en cours, je parle beaucoup de cuisine, de littérature, de jiu-jitsu brésilien, enfin, tout ce qui fait de nous des êtres humains face à l'IA. Donc, cocktail. Donc, on va parler du cocktail de la relation client, un cocktail qu'on a tous goûté un peu sans le savoir, mais il va falloir s'y faire parce que ça va arriver de plus en plus. Dans ce cocktail, il y a le mot empreinte relationnelle. Et l'empreinte relationnelle, elle n'est pas que humaine, elle n'est pas que organique, elle est aussi technologique. On ne va plus pouvoir se passer de l'IA générative, l'IA sémantique dont a parlé le professeur Benavent tout à l'heure, pour analyser des millions de verbatims. J'ai travaillé avec SNCF, avec Air France. Ils ne peuvent pas analyser à la main, demander à des stagiaires, c'est horrible d'analyser un par un les verbatims des clients. Non, on va faire tourner ça dans des plateformes de feedback management et ça va nous sortir des beaux dashboards très propres avec les mots-clés principaux, les principaux soucis, la personne responsable du pain point client. Donc on va être obligé d'utiliser tout ça. Tant mieux parce que c'est des tâches qui sont un peu fastidieuses pour l'humain. Et on va pouvoir laisser l'humain se concentrer sur de l'humain. Et dans l'humain, il y a de l'improvisation. Donc il va falloir trouver, et donc mes collègues à côté de moi vont avoir leur propre cocktail entre IE et IA. IE comme intelligence émotionnelle, qui est donc à la base de l'empreinte relationnelle. Dans le parcours client, comment est-ce que j'essaime de l'IE, c'est-à-dire du contact humain avec des vrais êtres humains, et de l'IA, notamment le chatbot qu'on connaît tous. Vous avez chacun votre cocktail. Bon, c'est comme Coca, on connaîtra jamais la recette exacte. Mais, et quelqu'un me disait il n'y a pas très longtemps que, je ne crois pas qu'on l'ait dit, mais le facteur est, ça vaut le coup de le répéter, le facteur est le personnage préféré des Français. Bien en vert, soit dit en passant. En fait, vous voyez là, vous imaginez, je suis sûr que vous avez une représentation visuelle d'un facteur lambda, sans application, sans IA, non, juste un être humain en fait. Et c'est le personnage préféré des Français. On a besoin, encore une fois, je vous renvoie vers, il faudrait creuser un peu sur des concepts de neurosciences, mais on a besoin de contact humain en continu. Et on ne va pas se laisser, comment dire, illusionné par l'IA. Je pense que très vite, on se rendra compte quand c'est un humain qui nous parle ou une IA. Vous connaissez peut-être le test de Turing, mais j'ai tellement de choses à vous raconter, il va falloir que je synthétise. Donc voilà, le cocktail. Le cocktail, c'est l'enjeu pour les entreprises de trouver le juste milieu, le juste équilibre entre IA et IE pour deux choses. Pour le bien-être des collaborateurs, l'expérience collaborateur, qui est vraiment mon enjeu, mon sujet, et l'autre côté, l'expérience client. Et si l'un est heureux, normalement l'autre devrait l'être aussi. Prompt, non, en fait, prompt, j'en ai déjà parlé. C'est toutes ces idées que je mets dans l'intelligence artificielle pour sortir un discours clair. Mais en fait, ce qui va rester de là, c'est les petites phases d'ombre que sont les phases d'improvisation. D'accord ? Donc, on a tous, on ne le dit pas, on improvise tous un petit peu là, comme ça, sur scène. Et ça va être ça aussi pour les collaborateurs de la relation client. Ils vont devoir toujours improviser un petit peu. Mais ça ne s'apprend pas d'improviser. Enfin, si, plus ou moins, mais ça se travaille. Il va falloir leur donner des compétences particulières. Il va falloir les poster dans le parcours client, leur dire à quel moment est-ce que vraiment il faut qu'on mette de l'humain en face des clients qui sont des humains, à quel moment ça compte. On n'arrête pas de mettre en exergue Amazon qu'on n'aime pas tous beaucoup, mais on reconnaît qu'ils sont excellents en relation client parce qu'ils savent mettre de l'humain là où il faut. Et toutes les marques vont devoir faire ça aussi. Qu'est-ce qui est important à la poste pour le client, à quel moment il a besoin de parler à un humain, à la Redoute c'est pareil. Et donc, ok, très bien, mais une fois qu'on a mis les clients sur ce terrain, quelles compétences on va devoir lui donner? Donc là, rappelez-vous que le quatrième mot, c'était jardin. Il y a deux jardins dans la relation client. Il y a le jardin à la française
Vous voyez, le jardin, très beau, tout est bien carré, propre et tout. On dirait le jardin de mon père, je déteste, excusez-moi. Et vraiment, avec l'arrosage automatique et tout. Et de l'autre côté, le jardin à l'anglaise. Ça, j'aime bien. Vraiment, je vous laisse penser ce que vous voulez, mais bien sauvage, avec des surprises à chaque coin de feuille, des petites bêtes qui se promènent. Et donc, le jardin à la française, ça, c'est la relation client opérée par l'IA. Vraiment net, clair. Quand je vais sur Amazon, on va prendre un autre exemple, quand je vais sur la Redoute, ou sur la Poste, il y a des choses où j'ai envie que ça aille vite. Quand je dois suivre un colis, il faut que ça aille très vite. Vraiment, il faut que je copie-colle le truc, voilà. Et ça marche. Quand je vais obtenir ma facture à la Redoute, pareil, il faut que ça aille très vite. Par contre, quand je suis en stress parce que j'attends un courrier recommandé, par pitié, je veux entendre un humain me parler au téléphone. Je veux un vrai postier. D'ailleurs, quand je vais à la Poste, c'est l'enfer parce que... Je suis aussi, là, sur la... Oh, bien sûr, je ne suis pas là pour critiquer. Mais quand je rentre dans un bureau de poste, c'est encore un mystère pour moi, tout ça, d'envoyer des lettres et machin, et courrier recommandé, waouh, truc AR et tout. J'ai besoin... Formation, d'accord. J'ai besoin d'un être humain qui me parle. Merci Julien de terminer sur et cette donc, note. juste un mot, le plus important là-dedans, c'est de s'occuper de ses collaborateurs en leur apportant les bonnes compétences pour qu'eux-mêmes aillent chérir vos clients en leur apportant toutes les émotions dont ils ont besoin. Alors, vous avez su rajouter une dimension poétique. Vous avez su rajouter une dimension poétique, créative et d'improvisation qui nous a charmés. On aimerait savoir quelles sont les réactions du public, si elles sont les questions que vous aimeriez poser à nos participants à cette table ronde qui ont une grande expérience dans le chant. Je laisse la parole. Oui. Parlez beaucoup plus fort, s'il vous plaît. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a un hiatus entre les intentions et les actes, c'est ça? Entre ce qui est déclaré et ce qui est réellement fait? Alors. En fait, il y a deux axes. Il y a l'axe du client qui veut toujours aller plus vite dans la techno parce qu'il veut être rapide. Les nouvelles c'est pas moi qui va vous l'apprendre, les nouvelles générations sont hyper connectées. Et ils n'ont pas forcément envie d'avoir un conseiller en ligne, ils veulent que ça aille vite. Donc ça, il y a déjà ce premier axe-là. Il y a le deuxième axe qui est l'axe de coût, c'est-à-dire là aussi, pour une entreprise, il faut qu'elle trouve le bon équilibre entre le coût et la recette. Et forcément, les nouvelles technologies font que ça pousse vers le haut. Et on n'est pas jusqu'au bout, parce que demain, quand vous aurez votre propre IA... On n'entend plus, je crois que le micro s'est déconnecté. Oui, et on n'est pas au bout, parce que quand vous aurez votre propre IA dans votre téléphone, je vous parle d'une vraie IA, et que vous direz, écoute, tiens, téléphone, appelle la Redoute pour savoir ma commande, et que ça va tomber sur une IA, là, ça va être sympa. Je peux vous assurer que ça va être sympa. Mais il y aura toujours besoin d'avoir, dans des situations, encore une fois, qui soient hors process, parce que tout le monde ne rentre pas dans les cases. Il y aura toujours des cas exceptionnels où on aura besoin de compétences exceptionnelles pour justement aller transformer cette contrainte en opportunité, parce que c'est bien de ça notre job en relation client. J'ai une opportunité, quelque chose s'est mal passé, comment j'arrive à transformer ça en opportunité pour que mon client revienne. Et ça, c'est là que l'humain prend toute sa dimension, quoi. Mais c'est certain que de toute façon, mais c'est aussi une vraie opportunité pour les collaborateurs qui vont aussi monter en compétences et certainement avoir des modèles de rémunération qui vont être plus intéressantes et plus valorisantes. Hein, parce que demain, si vous me créez de la valeur via du taux de réachat, moi c'est normal que je vous aurais reçu une partie, on avait des commerciaux avant-vente, je pense que demain on aura des commerciaux après-vente qui seront des personnes qui justement généreront de la valeur via de la fidélisation. Question, peut-être ? Juste, si je voudrais un peu compléter aussi sur le propos, je pense que
faut pas les opposer parce que, comme on l'a dit, il faut choisir les interactions. Et le fait d'utiliser l'IA dans certaines interactions, comme l'évoquait Julien, il y a parfois où il n'y a pas besoin d'avoir l'humain parce que c'est une réponse ultra rapide qui est nécessaire. En revanche, ce qu'on va devoir développer, c'est faire en sorte que dès lors qu'on a une interaction avec le client, celle-ci, elle soit mémorable. Je refais le lien avec l'empreinte relationnelle, c'est chaque interaction avec le client, quand elle est demandée ou même poussée par nous, elle doit avoir justement cette dimension et cette charge émotionnelle qui permet de mémoriser aussi la façon dont la marque, l'entreprise a répondu au client. Donc c'est pas en opposition, je dirais que ça doit renforcer la qualité de chaque interaction qu'on a avec le client et faire en sorte que l'IA nous aide sur des gestes simples qui ne nécessitent pas justement cette empreinte émotionnelle. Merci pour ce mot de la fin. Alors, on voit bien que là, on est sur la transition entre l'intelligence artificielle et peut-être l'intelligence émotionnelle, qui sera notre champ à ouvrir. Merci pour vos interventions riches, passionnantes. Et bravo.